Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses dans cette petite salle chaleureuse. Nous sommes heureuses de pouvoir vous présenter quelques éléments de nos travaux de recherche. Vous avez ici donc Mathilde Galindo, doctorante, qui commence sa thèse sur les ONG, le secteur éducatif et le développement local en Indonésie, après un terrain à Bali qu'elle a mené au cours de son master portant sur les inégalités sociales dans les espaces en marge du développement touristique à Bali. Et donc, je suis Judicaëlle Dietrich, maîtresse de conférence à Lyon 3. J'ai d'abord travaillé sur des questions de pauvreté urbaine à Jakarta, et puis dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Urbal Tour, nous avons ouvert de nouveaux terrains dans des stations d'altitude sur Java, principalement à Garut, qui est une petite ville près de Bandung, où a travaillé aussi Mathilde, et puis à Tretes, près de Surabaya. Et donc, nous allons croiser nos travaux pour vous présenter le tourisme et les rapports de pouvoir dans les marges indonésiennes. Alors, l'Indonésie, enfin une toute petite partie, est connue dans le monde entier pour un tourisme international, concentré dans quelques centralités touristiques. Donc, on a Bali, l'île mythique, qui est aussi surnommée le paradis des dieux. C'est l'exemple archétype du tourisme indonésien. C'est presque une enclave internationale par rapport au reste du pays. En effet, donc, ce vaste archipel, il est composé d'une grande diversité de territoires, aussi de pratiques culturelles et de groupes sociaux, dont la majorité reste bien éloignée du tourisme mondialisé, là où on a mené nos études de terrain. Concrètement, en dehors des quelques pôles comme Bali et la culture hindouiste balinaise, mais aussi les volcans qui ont été mis en tourisme, les temples indo-bouddhiques de Java, eh bien, le tourisme indonésien, ses lieux et les pratiques touristiques domestiques sont très peu connus. La célébrité des lieux attractifs qu'on a rapidement énumérés ici interroge l'invisibilisation des autres centralités touristiques indonésiennes ou des lieux en marge de ces pôles internationaux. Le phénomène touristique participe largement à la transformation des sociétés contemporaines. Il représente un processus de modification des mobilités avec l'émergence d'une façon de se déplacer assez inédite par rapport à l'observation du temps long des déplacements humains. C'est une mobilité choisie, temporaire, pour découvrir ou redécouvrir un espace en dehors du quotidien et rencontrer d'autres personnes qui habitent cet espace. Et c'est à ce moment-là qu'un lieu peut devenir touristique. Mais c'est aussi concrètement une activité économique comptant pour 10% du PIB mondial, partie prenante de la tertiarisation des sociétés, un moyen contemporain d'accumuler rapidement du capital. Et en réalité, cette activité ne concerne pas toutes les populations, car tout le monde ne peut pas voyager pour le plaisir. Beaucoup de discours soulignent, par ailleurs, des aspects négatifs du tourisme, avec nombre d'idées reçues qui critiquent la pratique touristique, qui critiquent les touristes directement, assez facilement et qui circulent entre la sphère publique et l'espace académique, et qui contribuent à certaines stratégies de distinction de classe, entre autres. Et pourquoi est-ce intéressant de regarder le tourisme avec la géographie ? Eh bien, ça permet d'appréhender des aspects de l'activité touristique souvent inconsidérés. Le tourisme, il peut être perçu comme une activité de mondialisation douce, une façon pacifique également de rencontrer l'altérité, de rencontrer les autres, de découvrir l'ailleurs. Et ça permet aussi de mieux comprendre la pratique touristique en elle-même et surtout les jeux de pouvoir sur lesquels elle s'appuie, les fortes hiérarchisations et les inégalités qu'elle produit. Et celles-ci, elles varient en fonction des contextes et des périodes, et dans notre cas, quand on les observe depuis les marges. Il s'agit pour nous d'aller étudier ce qui est invisibilisé par ces modalités de production et de promotion du tourisme mondialisé, et tenter de regarder l'envers du décor. Quels sont ces lieux du tourisme domestique et sur quelles pratiques reposent-ils ? Comment s'organisent les espaces et les populations au service du tourisme, qu'ils soient mondialisés ou pas ? Et donc ne pas que regarder les lieux touristiques, mais bien ce qui sert la possibilité de mise en tourisme, des espaces de production, de formation, de gestion des conséquences, comme les déchets, et en quoi cela s'appuie ou produit des inégalités. Et donc, qui sont les acteurs dans ces marges, en allant regarder, certes, les touristes ou des acteurs, des investisseurs économiques, mais aussi la main-d'œuvre et les structures de l'emploi. Et en posant la question du modèle de développement, on interroge ainsi les questions d'éducation et d'accès à l'emploi, ce qui nous permet aussi d'observer la place des jeunes, qui peut être aussi considéré comme un groupe social en marge. Ainsi, faire la géographie de ces territoires, dits en marge,
en lien avec le tourisme, ce n'est pas que regarder l'exceptionnel ou l'extraordinaire au premier sens du terme, en dehors de l'ordinaire pour le tourisme, mais c'est de proposer une géographie du quotidien dans ces lieux réceptacles de mobilité temporaire. Donc après être revenu rapidement sur la géohistoire du tourisme en Indonésie, en regardant tant le tourisme international que le tourisme domestique, nous présenterons le cœur de nos résultats de recherche en lien avec le mémoire que j'ai réalisé et le programme de recherche Urbaltour, et en regardant à partir des marges les organisations territoriales qui se mettent en place à Garut et à Bali. Pour finir sur l'étude des relations de pouvoir qu'on a pu identifier en travaillant sur les rapports hiérarchiques au sein de la main-d'œuvre touristique et en particulier la question du contrôle des corps. Comment le tourisme a-t-il été utilisé comme outil de développement et comme moyen pour asseoir aussi une unité territoriale dans un archipel de plus de 17 000 îles, caractérisé par une importante diversité ethnique? Et on se situe ici au croisement des enjeux entre politique touristique et politique culturelle qui ont été plus travaillés, entre autres, par Christine Cabasset. On va revenir sur l'histoire de cette diffusion du tourisme en Indonésie, avec la place spécifique de Bali, au départ en marge de l'Indonésie et qui devient vitrine, symbole de cette mise en tourisme culturel appuyée par un projet politique. Et une des difficultés, c'est de travailler pour nous à deux échelles dans cette première partie de présentation, entre tourisme mondial et tourisme domestique, car on y retrouve deux histoires et deux géographies qui ne se confondent pas. Donc au départ, en effet, le tourisme qui peut exister, c'est un tourisme colonial et donc par définition mondialisé ou international, car cette activité ne concerne pas toutes les populations, on ne voyage pas pour le plaisir, et je ne reviens pas sur cette noblesse européenne qui fait des grands tours au XVIIe, XVIIIe siècle. Dans le contexte colonial, ce grand tour ne va pas concerner que l'Europe, mais ponctuellement aller vers des terres plus lointaines, en lien avec des territoires, des empires, et où concerner finalement ces enfants, jeunes adultes des colons, qui vont pratiquer ce tourisme depuis leur lieu d'habitation. Jean-François Stasac, par exemple, qui travaille actuellement sur les premiers tours du monde, fait le récit de parcours où des Britanniques essaient de faire le tour du monde sans mettre le pied sur d'autres terres que les terres impériales. Alors, ce que les Néerlandais ne peuvent pas faire, mais soit, s'il y a un tourisme dit domestique à ce moment-là, c'est d'abord un tourisme pratiqué par les colons européens. Et vont se créer à ce moment-là des lieux de villégiature dans le pays, à l'époque coloniale, qu'on retrouve toujours aujourd'hui dans des centralités touristiques domestiques. Et c'est là qu'on voit une première continuité. Ce tourisme naît donc avec la colonisation, et on observe en Indonésie et en Asie du Sud-Est une importation de modèles de stations touristiques, et c'est là-dessus qu'on travaille dans le programme Urbaltour, qui croise plusieurs trajectoires urbaines de stations d'altitude en Asie du Sud et du Sud-Est, entre plusieurs empires coloniaux, c'est-à-dire l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire néerlandais, et leurs liens avec le processus d'urbanisation. Et donc ces stations sont construites en montagne, et elles contribuent finalement à participer au contrôle du territoire dans des zones peuplées par des groupes qualifiés de minorités. Et ce sont des lieux où il fait plus frais, ça tombe bien, comme en Europe, et va donc ici émerger un modèle urbain qui va circuler, appuyé sur des croyances climatiques et médicales qui vont justifier l'investissement économique pour y construire des villes plus favorables au bien-être des Européens colons. Je cite, on va y trouver une température une température favorable où on a le plaisir de pouvoir mettre une ou deux couvertures la nuit sur soi, qui permettrait, ce qui est faux, de s'éloigner des lieux de malaria, parce que s'il fait trop froid, l'anophèle, donc le moustique vecteur, ne pourrait pas se développer. Et c'est une croyance médicale qui va durer longtemps, qui va être démontrée invalide scientifiquement et qui va être utilisée par les aménageurs, notamment français et néerlandais, pour continuer à investir dans ces lieux quand même. Et puis on va envoyer dans ces stations de montagne les garnisons. Rimbaud va être envoyé en poste à Salatiga, par exemple, et les jeunes qu'on va envoyer en pension en centre éducatif. Le tout appuyé sur un discours raciste qui cherche à maintenir des lieux sains pour les Blancs où ils peuvent aller se ressourcer, je cite encore, pour préserver la race. On va donc avoir tout un discours et des investissements qui vont appuyer l'urbanisation de ces sites avec des fonctions urbaines qu'on ne trouvera pas facilement ailleurs,
notamment l'électricité, le cinéma et toutes les infrastructures qui vont permettre d'y aller, comme le chemin de fer et la gare. Vous reconnaissez une belle architecture coloniale à Garout que l'on a encore aujourd'hui. Et puis des plans, des guides qui vont proposer aux Européens de faire le parcours et donc de visiter Java en passant de station d'altitude en station d'altitude et certaines villes sur la route. Et on va aller chercher de beaux paysages avec cette dimension d'exploration, gravir des volcans, tester des sources chaudes. C'est le sens premier de Chipanas, un quartier qu'il y a à Garout, et puis parfois des sources chaudes près des cratères de volcans. Et on récupère donc dans ces terres lointaines les mêmes activités qu'en Europe, et on va utiliser ces lieux pour implanter des cultures européennes, des fraises, des roses, et des cultures d'export comme le thé, le café, le poivre, et des centres de soins. Vous avez ici l'image historique du sanatorium qui n'existe plus. Et puis à Garout, on a tout un pataquès parce que Charlie Chaplin est venu 2 fois, en 1927 et en 1935. À Malang, qui est une ville de Java Est, qui est désormais une vraie ville de 2,5 millions d'habitants, et ben c'est là où celle qui deviendra Mata Hari, l'espionne, va apprendre la danse javanaise parce qu'elle épouse un officier envoyé en poste là-bas. C'est le lieu de repos des planteurs javanais. Et Mata Hari, en indonésien, ça veut dire l'œil du jour et ça veut dire le soleil. Donc, le tourisme va avoir cette histoire coloniale. Et puis, on va avoir une phase de transformation assez forte, une sorte de déconnexion entre ces centralités touristiques coloniales et celles qui vont émerger après les années 70. L'Indonésie va rester longtemps en marge de ces flux mondialisés, malgré sa taille, parce que les 2 autres pôles majeurs, c'est la Thaïlande et la Malaisie. Et l'Indonésie va toujours accueillir environ une dizaine de millions de touristes internationaux, mais finalement c'est autant que Singapour, alors qu'on n'est pas du tout sur la même taille. Singapour, c'est une ville. Et puis de fait, on va avoir une vingtaine d'années qui vont faire que entre la démocratie dirigée, les massacres de 1965, de plus de 1 million de morts, on va avoir un creux finalement par rapport aux autres pays voisins. Et puis l'instauration du régime dictatorial de l'ordre nouveau, militaire et très libéral, va investir Bali comme lieu de promotion du tourisme international, réservé à une élite principalement mondialisée, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas de classe moyenne indonésienne susceptible de porter toute une économie liée à ce secteur. Et donc, vont être investis certains lieux, les pôles touristiques internationaux de Bali, quelques sites historico-culturels dont on a entendu parler, et quelques identités régionales folklorisées. Le pays Toraja, par exemple, il y en a d'autres, les Batak aussi. Et puis, on va mettre en scène des lieux de l'exceptionnel, des spots de surf et de plongée, mais aussi des paysages culturels labellisés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme les rizières en terrasse de Jatiluwih, et puis ces paysages de territoires volcaniques, comme les 3 lacs de Flores. Et puis des visites un peu de spécialistes, j'ai envie de dire, avec les animaux endémiques, les varans komodo de l'île du même nom, les orang-outans, les gibbons à Kalimantan et dans les restes de forêt. Et puis désormais, il faut gérer les conséquences de cette saturation, en particulier les déchets. Et c'est pour comprendre les transformations de ces spatialités orientées par le phénomène touristique et saisir l'organisation territoriale qui en découle qu'on va regarder ailleurs, dans ces marges. Ce nouveau contexte national, il est caractérisé par l'émergence d'une classe moyenne en forte croissance, donc avec des revenus un peu plus élevés et des congés payés, ce qui va permettre l'essor de pratiques ludiques et touristiques et qui vont en fait renouveler la géographie qu'on vient de voir. Il faut sortir des pôles du tourisme mondialisé pour comprendre ce tourisme domestique qui mobilise en réalité un nombre de personnes bien plus important. Et ce tourisme-là, il entraîne des dynamiques qui peuvent modifier les hiérarchies spatiales. Les pratiques touristiques indonésiennes, c'est déjà les pratiques de tourisme religieux, le pèlerinage, mais aussi le retour au kampung, donc le quartier ou le village d'où on est originaire, au moment des fêtes religieuses et nationales. Et qu'est-ce que ça représente en nombre ? Et bien dans la province de Bali, qui est la plus visitée d'Indonésie, tant par les touristes étrangers que les Indonésiens et Indonésiennes, eh bien en 2024, on a plus de 21 millions de touristes domestiques,
contre un peu plus de 6 millions de touristes internationaux. La première observation qu'on fait, c'est l'émergence d'autres lieux, avec d'abord une apparence de rééquilibrage et la diffusion de ce tourisme particulier. Les pratiques, elles se diversifient. Donc, les sites qu'on identifie, c'est la nature qui est mise en tourisme avec les volcans, les temples et les sites de pèlerinage aussi indo-bouddhiques, hindouistes et également musulmans. Mais les métropoles et leurs activités sont aussi des lieux fréquentés par ces touristes domestiques. Donc on a Jakarta, Bandung, Yogyakarta, avec leurs lieux de loisirs et leurs espaces de consommation, comme les grands centres commerciaux, les malls. On a également un tourisme spirituel et actuellement, là, depuis 2025, un tourisme médical avec une volonté de projet politique de la part du gouvernement balinais orienté dans ce sens, avec le projet du Bali International Hospital, qui a été inauguré en 2025 avec des équipements dernier cri et des médecins qui ont été formés à Singapour. Il a ouvert à Sanur, qui est une des premières stations balnéaires qui s'est constituée dans les années 90 et qui est une des stations balnéaires les plus importantes à Bali. Et la deuxième observation qu'on peut faire à une échelle plus fine, c'est que ce processus de diffusion, il produit des espaces en marge et il accentue les inégalités spatiales. Et c'est assez marqué à Bali entre le nord et le sud. Le sud de Bali, avec Denpasar, c'est la capitale, qui s'étend jusqu'aux stations littorales, dont Sanur, et aussi Kuta, où ont eu lieu les attentats en 2002. Ce sud-là, il concentre la majorité de la population et des activités touristiques et des centres de formation et des sites qu'on peut visiter. On a également Ubud, qui est dans le département de Badung. Ubud, c'est le lieu emblématique du tourisme culturel balinais et c'est aussi, il fait partie aussi des pôles qui polarisent, des centres qui polarisent les flux et l'activité touristique. Et à l'inverse, on a dans les départements du nord et de l'est, une concentration de la population la plus pauvre et la plus précaire. Et ces territoires-là, du nord et de l'est, ils se spécialisent dans des activités agricoles, donc pour nourrir la population et les plus de 10 millions de touristes par an. On dit touristes étrangers, mais les 21 millions aussi de touristes domestiques. Et ces territoires, ils spécialisent aussi d'un autre côté dans des activités industrielles particulières. On va avoir tel village qui se consacre à la construction de petits objets d'artisanat, estampillés fait main, mais en réalité produits à la chaîne. On va avoir tel autre village qui se consacre à la fabrication de couteaux en métal, par exemple, ou tel autre dans la fabrication de vêtements et d'accessoires en tissu. Et ces produits-là, ils vont être vendus non seulement en Indonésie, mais aussi ailleurs. Donc cette géographie particulière, qui voit l'émergence de nouveaux lieux et une diversification apparente des sites et des pratiques, on voit que le processus touristique, il produit aussi des hiérarchies spatiales et celles-ci, elles sont orientées par les acteurs locaux et par les touristes. À Garout, ce sont les agriculteurs et les grands propriétaires fonciers qui exploitent le caractère exceptionnel de la montagne et des sources d'eau chaude pour un tourisme de bien-être. Ce tourisme-là, il est assez localisé, donc à Chipanas et dans une moindre mesure à Darajat. Voilà, c'est deux sites où on peut exploiter l'énergie géothermique pour un tourisme de bien-être. Donc Garout est un espace urbain dans lequel, à l'échelle locale, le foncier, il est concentré entre quelques mains pour un petit nombre de familles, comme c'est le cas notamment à Chipanas où on a identifié que c'était une seule famille qui avait un peu ce monopole local. Les touristes indonésiens, ils viennent principalement des grandes villes de Java et ils vont permettre la circulation de facteurs d'urbanité entre les espaces. Donc, c'est-à-dire que des modes de vie, des modes de se vêtir, des façons de se mouvoir, mais aussi des façons de consommer, vont circuler entre les espaces, entre des espaces comme Garout et les métropoles javanaises. Ces évolutions, plus la présence de touristes internationaux à Bali, va participer à la constitution d'un pôle d'expatriés. Et parmi eux, un certain nombre créent une ONG se donnant pour objectif l'investissement local dans un travail social auprès de la population. Et c'est avec une fondation de ce type que j'ai travaillé, et ce qui m'a permis d'avoir accès
au quotidien de jeunes et de familles de classe populaire dans ces espaces-là du nord et de l'est de Bali. Et cette diffusion et la circulation des normes urbaines entre habitants et touristes, elle est aussi le résultat d'un engagement des pouvoirs publics en faveur d'un projet économique centré sur l'offre, les infrastructures et les équipements. Et cette économie-là, elle nécessite une organisation du marché du travail particulière pour fournir une offre adaptée à la clientèle urbaine. Donc des filières du tourisme apparaissent entre le secteur éducatif avec des formations spécialisées et le secteur de l'emploi dans l'industrie touristique. Travailler dans le tourisme, c'est plutôt recherché parce que c'est une opportunité d'augmenter ses revenus et aussi d'échapper à des emplois moins qualifiés ou avec des conditions et des rythmes plus difficiles. La majorité des familles populaires travaillent dans des emplois agricoles. Donc les personnes sont journaliers et journalières dans les rizières, dans les champs de fleurs, ou bien ils sont éleveurs, pêcheurs, ou bien ils travaillent dans des emplois informels. Donc le tourisme, c'est la possibilité d'améliorer des conditions de vie pauvres et précaires. Et ça, on le retrouve dans les discours et les représentations qui vont valoriser le tourisme en ce sens, comme un moteur d'ascension sociale. Et aussi, on parle même d'émancipation individuelle, d'empowerment par le tourisme. Et ça, c'est un discours qui est véhiculé à l'international, notamment par l'OMT, l'agence de l'ONU qui est consacrée au tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme. Eh bien, cette agence-là le souligne dans ses rapports, que le tourisme est un moyen d'empowerment. Donc, toutes les tâches professionnelles touristiques sont symboliquement rattachées à un imaginaire positif, et on a pu identifier qu'il était assimilé très tôt, cet imaginaire positif. Dès la formation, dès le secondaire, on a certains jeunes élèves qui soulignent leur intérêt pour cette activité. Ils la présentent comme un hobby, une passion pratiquée depuis l'enfance. Et quand ils parlent de leur rapport à la professionnalisation dans le tourisme, eh bien on voit que ça peut être vécu comme la découverte d'un ensemble de pratiques. Ça peut être des rencontres. Voilà, c'est la découverte plus qu'un emploi en fait. Et là, le tourisme, c'est aussi l'opportunité de rencontrer une clientèle étrangère, de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, de nouvelles pratiques. C'est aussi parler des langues étrangères. C'est donc un contact avec l'altérité, mais aussi la possibilité d'être créatif, de discuter, de partager des choses. Et on a vu que les voyages avec leurs parents pour ces jeunes dans l'enfance, ou bien aussi le visionnage de vidéos sur des destinations touristiques, ça a été un moyen aussi ou quelque chose qui a attisé leur curiosité pour ces jeunes, dès l'enfance. Et ces représentations qui circulent, elles vont correspondre à la création de formations en hôtellerie et en restauration, à aussi leur amélioration. Donc on a tout un tas de choses qui s'améliorent, notamment les conditions d'accueil qui sont perfectionnées tant à Bali qu'à Garut. Les structures éducatives avec les enseignants, les formateurs, elles vont jouer le rôle d'intermédiaire et orienter les étudiants vers des formations, des stages et des emplois dans les métropoles javanaises, à Denpasar et au sud de Bali. Et cette centralisation de l'offre éducative et du travail dans les espaces urbains accentue la hiérarchie spatiale qu'on retrouve dans la hiérarchie urbaine en Indonésie. Les meilleures formations sont dans les métropoles javanaises. L'éloignement physique, donc coûteux, il se renouvelle selon les capacités économiques de la famille. Et ce développement spécifique, il entraîne une structuration de la main-d'œuvre très hiérarchisée. Et celle-ci, elle repose sur des rapports de domination qui vont être à la fois reproduits et modulés par les acteurs du développement touristique évoqué et qu'on analyse à partir de la structuration de l'emploi. Le monde du travail, il est généralement hiérarchisé entre les positions à responsabilité, qui requièrent le plus de qualifications, et les postes les moins qualifiés. Or, le tourisme, c'est une activité de service. Donc, on a des emplois peu qualifiés en grand nombre. L'accès aux postes qualifiés, les mieux rémunérés, il dépend de différents critères qu'on a identifiés dans nos études. Le niveau et le type de formation, l'âge et l'ancienneté dans les établissements touristiques, et le genre. Ainsi, l'origine sociale, donc en particulier le lieu de résidence et la classe sociale, conditionne les possibilités d'étudier dans les filières touristiques et détermine aussi la durée des formations, la durée des expériences,
donc l'âge d'entrée sur le marché du travail. Et ces critères de différenciation, ils se retrouvent dans la structure des postes des établissements touristiques. Là, par exemple, on a le schéma de cette hiérarchie pyramidale qui existe entre les différentes fonctions d'un département de restauration d'un grand hôtel, qui a été réalisé à partir du coup d'observation et d'entretien auprès des personnels d'un hôtel 3 étoiles de Garoute. Et ce département de restauration, on voit qu'il est divisé entre le service de production et le service à table. Donc la production, ça correspond à la cuisine. Et en fait, c'est un fonctionnement qui est inspiré de la brigade française d'Auguste Escoffier. Et ça, c'est une organisation qui a été codifiée au XXe siècle, qui est donc très hiérarchisée et qui vise à rationaliser le travail dans un service de restauration. Donc c'est organisé en brigades qui sont dirigées par le ou la chef exécutive, qui correspond à le ou la chef de cuisine. Donc les directives vont être relayées par le ou la sous-chef, qui vont aussi relayer au chef de partie. Et les mobilités dans cette structure, elles sont plus souvent ascendantes, du bas vers le sommet comme chef de cuisine. Donc on a des conditions de travail qui sont intériorisées depuis les premières années d'emploi, voire même quand on travaillait comme journalier ou journalière dans des contrats extra, pendant les périodes d'apprentissage ou même pendant les études en cuisine ou en service. Et ces types d'emplois, ils sont caractérisés par des conditions de travail difficiles physiquement et psychologiquement. Donc on travaille debout pendant de longues plages horaires, parfois dans un environnement bruyant, qui oblige à alterner entre le chaud et le froid. On travaille aussi de manière désynchronisée du temps de travail ordinaire. Et la charge et le rythme peuvent être longs, très longs et changeants. Et on a pu identifier également que ce sont des emplois caractérisés par l'absence de contrat, l'absence de protection maladie ou l'absence de statut de travailleur et de travailleuse. Et c'est aussi quand on travaille dans ces services-là, on a des revenus qui sont irréguliers et donc la possibilité, c'est quasiment impossible d'épargner. Sans formation qualifiante, la possibilité d'augmenter ses revenus et d'améliorer des conditions de vie précaires est presque impossible. L'accès aux formations, il n'est pas gratuit. Il faut un certain niveau de revenus pour financer les frais de scolarité, ceux liés aux établissements et à leur personnel, mais aussi les frais d'inscription dans ces établissements qui sont payants. En plus, si une famille souhaite assurer à un de ses enfants des études qualifiantes, il faut pouvoir payer une vie, un logement, les transports, la nourriture ou les frais liés aux cérémonies religieuses. Il faut pouvoir payer cette vie-là dans une métropole de Java ou à Bali, où le niveau de vie est plus élevé. Mais les revenus des familles populaires ne le permettent pas parce qu'elles vivent d'emplois journaliers, comme je vous expliquais tout à l'heure, de l'élevage de vaches et de cochons destinés à être vendus, ou du travail dans les champs et les rizières, ou dans des chantiers de construction, ou dans la fabrication de produits artisanaux. Et ce type d'emploi, ils vont permettre l'acquisition de salaires au quotidien qui vont varier entre 0 et 120 000 roupies. C'est-à-dire entre rien et à peu près 7,30 € par jour environ. Donc, dans l'industrie touristique, les postes les moins qualifiés, ils vont rester principalement occupés par une main-d'œuvre qui est jeune et bon marché. Et pourtant, ces jeunes-là, ils ambitionnent de trouver un emploi dans le tourisme, là où on peut trouver les expériences les plus qualifiantes. Mais plus on est éloigné spatialement et socialement des possibilités d'accès aux formations qualifiantes, quand on vit dans des espaces ruraux, les périphéries rurales et dans une famille populaire, plus on va occuper les postes les moins qualifiés de l'industrie. Donc les contraintes spatiales d'enclavement et d'éloignement, ils participent à l'exclusion du secteur économique et les inégalités de départ, elles sont ainsi maintenues. L'organisation territoriale commande et reproduit donc la hiérarchie de l'emploi. Sans qualification ni formation même courte, le niveau de revenu il reste bas. Là, par exemple, on a ce jeune-là qui est à gauche sur la photo. Et il m'a expliqué qu'il a trouvé un stage comme barista dans un hôtel 4 étoiles de l'enclave de Nusa-Dua. Donc l'enclave de Nusa-Dua, c'est dans la péninsule de Jimbaran, au sud, là où se concentrent bien les sites et les activités touristiques.
On y pratique un tourisme de luxe, c'est des grands hôtels. Et donc, il a trouvé un stage là-bas et il m'expliquait qu'il travaille 6 jours sur 7, selon des shifts changeants, de très tôt le matin, parfois à 3-4 heures, jusqu'au début d'après-midi. Ses horaires, ils peuvent varier et il doit se rendre aussi disponible. C'est un stage qui est non rémunéré et peut-être qu'il va être reconduit 6 mois, au bout des 6 mois qu'il est en train d'exécuter, si l'employeur considère que c'est un bon travailleur. Il peut percevoir quelques pourboires, mais il est obligé de travailler en parallèle à côté de cette expérience-là comme barista. Donc dès qu'il a fini son shift à l'hôtel 4 étoiles de Nusa-Dua, il part travailler dans un garage de Sanour et il travaille aussi sur ses jours off pour pouvoir payer sa vie dans le sud où le coût de la vie est plus élevé. Et on a donc précisément des établissements du tourisme qui emploient ainsi parmi leur personnel des jeunes, étudiants du tourisme ou non, ou de très jeunes actifs. Donc l'âge conditionne le recrutement des travailleurs parce qu'il légitime une position subalterne dans la hiérarchie. Être jeune, c'est être peu formé, donc moins compétent, donc moins rémunéré et plus malléable également. Le critère d'âge, il peut même être formellement inscrit dans le contrat. Ainsi, on a d'autres stratégies qui témoignent du contrôle des personnes et du contrôle des corps. On demande aux jeunes qu'ils soient célibataires. On demande aux jeunes femmes qu'elles ne soient pas mariées. On leur demande si elles portent le hijab, le voile. Et par ailleurs, on remarque que les femmes occupent plus souvent les postes les plus bas, les fonctions de service, de soins aux autres et les emplois informels. A priori, pourtant, les hommes autant que les femmes peuvent trouver un emploi dans le tourisme. Dans les formations, malgré des orientations spécifiques en fonction du genre, les jeunes femmes, elles sont bien présentes en nombre égal aux jeunes garçons. Et pourtant, elles sont minoritaires dans les emplois et elles sont affectées aux postes les plus bas de la hiérarchie. Sur la totalité des fonctions d'encadrement et de direction des 100 établissements de la région de Garout, eh bien, seulement 3 femmes font figure d'exception comme manageuses générales et elles se retrouvent à ces postes-là au cours de carrières parfaites. Donc une trajectoire professionnelle idéale, comme c'est le cas de Madame Eddy, Ibou Eddy, qui a 42 ans au moment où on a pu la rencontrer. Eh bien, une trajectoire professionnelle idéale, comme elle a pu expérimenter, c'est des études supérieures dans une structure prestigieuse d'une grande ville de Java, précédées ou succédées par des expériences professionnelles dans leur domaine dans son domaine de fonction, soit dans ces villes-là, soit dans un grand hôtel de Garout, soit une alternance d'expérience entre Garout et une des grandes villes voisines. L'enquête qu'on a menée a révélé l'existence d'un plafond de verre pour les femmes et on a pris conscience des facteurs sociaux qui sont responsables des contraintes dans l'employabilité et aussi dans l'avancement de carrière pour les femmes et ça se retrouve dans les discours. Par exemple, à propos du travail dans le housekeeping, donc le housekeeping c'est l'entretien des chambres et c'est le travail de nettoyage avec des machines. Eh bien, un enseignant de l'université de Garout, il va convoquer un argument de virilité pour justifier la différence sexuée dans les métiers de la propreté. Alors, parce qu'on va manipuler des machines lourdes, eh bien, c'est pas un métier pour les femmes. Mais à ce moment-là, on ne parle pas de nettoyer des toilettes. Donc, le housekeeping, c'est bien plus valorisé, c'est mieux payé, et ça ne concerne quasiment pas les femmes indonésiennes. Donc, évidemment, on n'est pas forcément d'accord avec cette posture. En fait, quand ils sont investis par les femmes, les emplois dans le tourisme, ils sont cantonnés au travail caché. Et c'est aussi ce qui se joue finalement dans le travail domestique. L'emploi touristique, il est partagé entre le front office et le back office. Ce sont les espaces invisibilisés. Dans le back office, les femmes, elles occupent les postes subalternes des fonctions administratives et financières, donc qui donnent des postes qui ne donnent pas accès aux pourboires et qui sont moins bien rémunérés. Et en front office, donc à la réception, à l'accueil, à l'encaissement, ou au service aussi, dans les services de restauration, les discours qu'on a relevés, ils montrent une volonté d'instrumentaliser leur corps. L'apparence des femmes, c'est un argument marketing, particulièrement dans les spas où leur apparence, elle peut même être sexualisée. Donc on a toute une mise en scène des corps des femmes à destination du regard masculin hétérosexuel.
Et ces postures et ces pratiques, elles servent un but commercial et aussi performatif, au sens où ça va réactiver des normes sociales, comme on a pu l'identifier dans nos études. Oui, donc nous avons essayé de montrer l'importance finalement des facteurs géographiques qui participent à saisir des inégalités spatiales associées à la géographie du tourisme. Ce qui nous semblait important, c'était de montrer l'importance surtout de la socialisation locale qui contribue d'une part à l'élaboration de représentations partagées qui vont construire le tourisme comme une modalité d'ascension sociale, voire un argument de développement. Et quand on observe sur le terrain, il participe vraiment en réalité à une accentuation d'inégalités structurelles. Et ça se joue notamment quand on travaille l'articulation entre les différentes échelles. Et un deuxième élément serait aussi de montrer en quoi ce système touristique, tel qu'il se met en place dans ces espaces dits en marge, il entre en concurrence avec des modèles sociaux, parfois traditionnels et ou conservateurs. Et cela met finalement en œuvre des injonctions contradictoires pour des personnes qui souhaitent y travailler. Et ces injonctions sont particulièrement fortes pour les jeunes femmes notamment, qui sont assignées à des rôles, et on va les orienter sur des pratiques, des usages, des comportements qui peuvent se confronter à des normes sociales locales opposées. C'est-à-dire devoir ou pas porter le voile en fonction de la fonction qu'on va avoir sur le terrain. Est-ce qu'on est sur le front office ou sur le back office? Est-ce qu'on peut être marié ou pas en fonction de la place qu'on va avoir et de l'emploi qu'on va avoir? Et c'est donc à cet endroit-là que les rapports de pouvoir peuvent être mis en lumière, bien au-delà de contextes locaux qui sont ici étudiés en Indonésie. Voilà, nous vous remercions et on vous attend pour les questions. Merci. Monsieur, je vous en prie. Bali, c'est finalement la seule île qui n'est pas musulmane. Ça peut souligner, est-ce qu'il y a une différence de rôle de la femme à Bali, dans ces structures hôtelières, et par exemple à Java ou ailleurs? Je te laisse répondre sur la deuxième partie de la question. Est-ce que Bali est la seule île non musulmane? En soi, non. La diversité des religions en Indonésie, il y a 6 religions reconnues et il va y avoir des îles où il va y avoir plus de présence chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante. Donc la réalité, par contre, c'est que Bali est une île où la religion majoritaire, c'est l'hindouisme. Mais l'hindouisme, on peut le retrouver aussi ailleurs. Mais à Bali, la religion dominante, c'est l'hindouisme, en effet. Et sinon, pour la place de la femme en Indonésie, je pense qu'il y a quand même des tendances et des généralités sur l'ensemble du pays. Mais il y a peut-être une particularité à Bali, c'est l'importance du droit coutumier et de la loi coutumière, où c'est l'homme marié qui a le pouvoir de décision sur ce qui se passe dans la famille et où la place de la femme est assez codifiée dans cette loi coutumière. Et où les femmes ont, par exemple, elles gèrent les finances de la famille, elles doivent s'occuper des cérémonies, donc de préparer les offrandes, etc. Et aussi de s'occuper elles ont à charge l'éducation des enfants. Et c'est peut-être cette spécificité-là qu'il y a à Bali, c'est que c'est l'importance de la loi coutumière. Mais il y a aussi dans d'autres régions où il y a des normes, on va dire, locales, traditionnelles qui sont tout aussi importantes, mais qu'on n'a pas encore eu la chance de pouvoir étudier. Dans le contexte de Garut, qu'on a travaillé aussi près de Bandung, on est ce qui s'appelle dans le pays Sunda, le pays sundanais. Et là, des discours qu'ils portent eux-mêmes sur leur fonctionnement social, on est plutôt sur des territoires ruraux, plus conservateurs que les villes voisines comme Bandung ou Jakarta. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut parler de logique néocoloniale dans ces territoires? Par exemple, vous avez parlé du coup que le tourisme crée des emplois, mais c'est des emplois principalement précaires. Est-ce qu'il y a des soucis aussi, je sais pas, pour les populations locales pour se loger, des soucis d'expropriation?
à quel point ça bénéficie à l'économie locale, enfin à la population locale. Est-ce que les capitaux ne vont pas un peu dans les poches des expatriés ou de grands groupements hôteliers mondiaux? Et même par rapport à la question des ressources, j'imagine que la plupart des hôtels ont des piscines, mais à quel point les gens ont accès à l'eau, voilà, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est néocolonial en pratique, mais qu'il y ait des captations et des ressources, du foncier et des activités par des groupes, que ce soit des groupes indonésiens ou que ce soit des groupes internationaux, c'est là que va se différencier les modalités du type de tourisme qu'on va observer entre le tourisme mondialisé qu'on va observer dans le sud de Bali, où vous allez avoir de fait des grandes Accor, Sofitel, enfin des grandes chaînes en plus d'autres acteurs et d'acteurs nationaux aussi. Et puis ce qu'on va observer à Garut, où on est quand même sur un espace d'une petite ville qui, si elle a eu une présence coloniale, voilà, n'est plus du tout lisible aujourd'hui, à part dans quelques bâtiments. Par contre, on a eu une vraie opération de captation des ressources foncières et des ressources du sol et du sous-sol, comme la question de l'accès à l'eau. Et pas que de l'accès. Alors, pour le moment, l'Indonésie fait partie des pays qui ne sont pas trop exposés au manque d'eau, d'autres sources. Pour le moment, je ne vais pas parler d'eau potable. Par contre, l'accès aux eaux chaudes, qui est la qualité de Garut, d'avoir des eaux, des sources chaudes du fait du territoire volcanique sur lequel elles se trouvent, et bien finalement, les travaux de Mathilde sur le terrain ont montré qu'on a 4, 5, 6 établissements l'un à côté de l'autre qui sont complètement privatisés et qui appartiennent tous à la même famille. Et ça appartient à un frère, une sœur, qui finalement ont réussi à complètement fermer l'accès à ce monopole, enfin à ce territoire-là, qui était le territoire par contre de congés et d'espaces de repos des Néerlandais en vacances. Voilà. Et puis il y a le nouveau au nord, le deuxième terrain que je connais moi, celui le nouveau qui est en création. À Garut, oui. Darajat, ouais. C'est pareil, c'est détenu par. En fait, c'est des terres qui appartiennent à un grand propriétaire foncier agricole et qui a plusieurs établissements aussi. Et en fait, ils ont le monopole, on va dire quasiment sur 80% de ce territoire-là. Donc avec plusieurs complexes hôteliers, mais ils vont à l'inverse se spécialiser plutôt dans l'accueil d'une classe moyenne plutôt basse. Donc on n'a pas le même standing qu'à Chipanas. Il y avait des questions. Ça va poursuivre un petit peu la question précédente. C'était savoir si vous aviez une idée des proportions, justement, je pense à votre organigramme, pardon. La proportion des propriétaires d'établissements touristiques internationaux, des propriétaires internationaux ou indonésiens, savoir cette proportion-là à peu près. À l'échelle de l'Indonésie, je suis incapable de vous répondre. À Bali, il y aura une majorité d'investisseurs internationaux parce que historiquement, ça a été construit comme ça. C'est-à-dire que c'était le moyen à Bali, par l'ordre nouveau tel que ça a été mis en place, de faire venir des investisseurs étrangers qui, à ce moment-là, ont porté ce qu'ils ont appelé un développement, mais qui est des investissements économiques au service d'un tourisme international. On ne va pas trouver la même chose à Bali partout, en réalité. Ça va être dans certains pôles. À Garut, les investissements internationaux sont moins lisibles et minoritaires, même si on va retrouver quelques chaînes, mais qui peuvent être aussi des chaînes qu'on va retrouver dans d'autres villes de l'Indonésie. Oui, en fait, c'est beaucoup de riches jakartanais qui investissent à Bali, également avec les investisseurs étrangers. Et à Garut, ils sont minoritaires. Oui. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très peu. Et c'est des investisseurs locaux. Je sais pas du tout l'heure. Je sais pas où est-ce qu'on en est. On finit à écart ou à... 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Une question. Merci. Vous avez parlé d'ONG tout à l'heure, et en lien avec ça, est-ce que vous avez observé la mise en place
filières de tourisme, je dirais, un peu plus responsables, un peu plus durables, qui bénéficient aux habitants locaux. Oui, depuis la constitution de pôles d'expatriés à Bali, là, à la fin des années 80-90, il y a effectivement des acteurs du tourisme et qui ont voulu participer dans un travail social, s'investir localement auprès de la population et des populations les plus précaires, parce qu'ils ont été touchés, je pense, par ce qu'ils voyaient. Et donc, il y a des pratiques touristiques qui se disent plus durables ou plus sociales, plus solidaires. Mais il y a aussi il y a d'autres structures qui vont se servir on va dire des caractéristiques positives de ce tourisme-là pour faire venir pour générer de l'argent, en fait. C'est il y a des études sur le volontourisme qui ont montré ça, il me semble, mais je suis pas experte sur ça encore. Une des réalités, en vrai, c'est que ces structures sociales qui sont créées potentiellement par des expatriés qui se sont installés là de manière durable sont d'une part le moyen de pallier des manques des services publics qui peuvent, dans ces espaces en marge, dans des espaces ruraux lointains, où en pratique l'école publique en Indonésie est payante. Donc on va avoir des accès aux services publics qui sont difficiles, et donc des personnes plus aisées, qu'elles soient internationales ou pas, qui vont mettre en place des systèmes de solidarité, mais qui vont dépendre en fait et de leur lieu et de leur penchant, de leur intérêt sur tel ou tel sujet, et donc qui contribuent, si on regarde ça à une autre échelle, à des très fortes inégalités. C'est-à-dire que Bali a attiré et fait qu'il y a des gens qui sont contents d'aller vivre là-bas et de vivre avec des beaux paysages et près de la mer. Donc là, on va avoir des systèmes d'aide internationaux et des filières d'arrivée d'argent international sur place. Ce qu'on ne va pas observer, par exemple, à Garout, où il y a plus d'expatriés qui vivent là et de colons. Et donc, on est quand même sur des situations qui vont participer plutôt à des fortes inégalités territoriales en fonction de ceux qui vont avoir accès à des filières d'aide par rapport à d'autres. Voilà. C'est une des modalités du développement qui ne fonctionne pas toujours bien. Je crois qu'il faut absolument qu'on s'arrête, mais vous allez le droit de venir nous voir. Et bonne continuation, bon appétit, et à bientôt. Merci.